Je suis un homme qui a beaucoup souffert de l'esprit, et à ce titre j'ai le droit de parler. J'ai accepté une fois pour toutes de me soumettre à mon infériorité. D'ailleurs, peu importe. J'aime mieux me montrer tel que je suis, dans mon inexistence et dans mon déracinement. Mais je ne laisserai pas se perdre ma pensée. Vous choisirez vous-même ces fragments. Vous classerez les lettres. Ici, je ne suis plus juge. Que mes phrases sonnent le français ou le papou, c'est exactement ce dont je me fous. Mais si j'enfonce un mot violent comme un clou, je veux qu'il suppure dans la phrase comme une échymose à 100 trous. On ne reproche pas à un écrivain un mot obscène parce qu'obscène. On le lui reproche s'il est gratuit. Je veux dire plat et sans gris-gris. Mais que les mots enflés de ma vie s'enflent ensuite tout seuls de vivre dans le b.a.-ba de l'écrit. Il faut absolument que le spectateur pense qu'il a entre les mains les éléments d'un roman vécu. Car la vie est de brûler des questions. Je ne conçois pas d'œuvre comme détachée de la vie. Je n'aime pas la création détachée. Je ne conçois pas non plus l'esprit comme détaché de lui-même. Je me retrouve autant dans une lettre écrite pour expliquer le rétrécissement intime de mon être et le châtrage insensé de ma vie, que dans un essai extérieur à moi-même et qui m'apparaît comme une grossesse indifférente de mon esprit. Je souffre que l'esprit ne soit pas dans la vie et que la vie ne soit pas l'esprit. Qu'on excuse ma liberté absolue. Je me refuse à faire de différence entre aucune des minutes de moi-même. Je voudrais faire un spectacle qui dérange les hommes, qui soit comme une porte ouverte et qui les mène où ils n'auraient jamais consenti à aller, une porte simplement à boucher avec la réalité. Qui, au sein de certaines angoisses, au fond de quelques rêves, n'a connu la mort comme une sensation brisante et merveilleuse, avec quoi rien ne se peut confondre dans l'ordre de l'esprit. Il faut avoir connu cette aspirante montée de l'angoisse, dont les ondes arrivent sur vous et vous gonflent comme mues par un insupportable soufflet. C'est le corps lui-même parvenu à la limite de sa distension et de ses forces et qui doit quand même aller plus loin. Et
l'âme ne possède même pas la ressource de se briser. Il est temps de faire ses comptes. La minute tant redoutée, tant rêvée, est là. C'est vrai que l'on va mourir. On épie et on mesure son souffle, et le temps immense déferle tout entier. Crève, os de chien. Et l'on sait bien que ta pensée n'est pas accomplie, terminée, et que dans quelque sens que tu te retournes, tu n'as pas encore commencé à penser. Peu importe. La peur qui s'abat sur toi t'écarte-t-elle à la mesure même de l'impossible? Car tu sais bien que tu dois passer de cet autre côté, pour lequel rien en toi n'est prêt, pas même ce corps. Et surtout ce corps que tu laisseras, sans en oublier ni la matière, ni l'épaisseur, ni l'impossible asphyxie. Et c'est bien cela. Au sentiment de cette désolation et de ce malaise innommable, quel cri, digne de l'aboiement d'un chien dans un rêve, te soulève la peau, te retourne la gorge dans l'égarement d'une noyade insensée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Docteur? Docteur, je souffre d'une effroyable maladie de l'esprit. Ma pensée m'abandonne à tous les degrés. Depuis le fait simple de la pensée jusqu'au fait extérieur de sa matérialisation dans les mots. Mots. Forme de phrase. Direction intérieure de la pensée, réaction simple de l'esprit. Je suis à la poursuite constante de mon être intellectuel. Lors donc que je peux saisir une forme, si imparfaite soit-elle, je la fixe dans la crainte de perdre toute la pensée. Je suis au-dessous de moi-même. Je le sais. J'en souffre, mais j'y consens dans la peur de ne pas mourir tout à fait. Allons, je serai compris dans 10 ans par les gens!
Alors, on connaîtra mes geysers, on verra mes glaces. On leur a appris à dénaturer mes poisons. On décèlera mes jeux d'âme. Alors tous mes cheveux seront coulés dans de la chaux, toutes mes veines mentales. Alors on percevra mon bestiaire et ma mystique sera devenue un chapeau. Alors on verra fumer les jointures des pierres et d'arborescents bouquets d'yeux mentaux se cristalliseront en glossaires. Alors on verra choir des aérolithes de pierre. Alors on verra des cordes. Alors on comprendra la géométrie sans espace. Et on apprendra ce que c'est que la configuration de l'esprit. Et on comprendra comment j'ai perdu l'esprit. Non! Si l'on pouvait goûter son néant, si l'on pouvait se bien reposer dans son néant, et que ce néant ne soit pas la mort tout à fait. Il est si dur de ne plus exister, de ne plus être dans quelque chose. La vraie douleur est de sentir en soi se déplacer sa pensée. Je n'ai plus qu'une occupation, me refaire. Il me manque une concordance des mots avec la minute de mes états. Mais c'est normal. Mais à tout le monde il manque des mots. Mais vous êtes trop difficile avec vous-même. Mais à vous entendre il n'y paraît pas. Mais vous vous exprimez parfaitement en français. Mais vous attachez trop d'importance à des mots. Vous êtes des cons! Depuis l'intelligent jusqu'au mince. Depuis le perçant jusqu'à l'induré, vous êtes des cons. Je veux dire que vous êtes des chiens. Je veux dire que vous aboyez au dehors, que vous vous acharnez à ne pas comprendre. Je me connais, et cela me suffit. Et cela doit suffire. Je me connais parce que je m'assiste. J'assiste à... Tu te connais, mais nous te voyons. Nous voyons bien ce que tu fais. Oui, mais vous ne voyez pas ma pensée? À chacun des stades de ma mécanique pensante, il y a des trous, des arrêts.
Je veux dire dans une certaine sorte d'espace. Je me considère dans ma minutie. Je mets le doigt sur le point précis de la faille, du glissement inavoué. Car l'esprit est plus reptilien que vous-même, messieurs. Il se dérobe jusqu'à tenter à nos langues. Je veux dire, à les laisser en suspens. Je suis celui qui a le mieux senti le désarroi stupéfiant de sa langue dans ses relations avec la pensée. Je me perds dans ma pensée en vérité, comme mon rêve. J'y sens ma pensée se déployer comme dans un espace idéal, absolu, d'un univers arrêté. Et chacune de mes fibres s'entr'ouvre et trouve sa place dans des cases déterminées. J'y remonte comme à ma source. Un ventre fin. Au pied du ventre, une grenade éclatée. La grenade déploie une circulation floconneuse qui monte comme des langues de feu. Un feu froid. La circulation prend le ventre et le retourne. Ce sont des veines de sang vineux. Au-dessus du ventre sont visibles des seins. Un soleil brûle, mais de telle sorte que l'on pense que ce soit le sein qui brûle. Et au pied de la grenade, un oiseau. Le soleil a comme un regard. Le regard est un cône qui se renverse sur le soleil. Et tout l'air est comme une musique figée, mais une vaste, profonde musique, bien maçonnée et secrète, et pleine de ramifications congelées. Et tout cela maçonné de colonnes et d'une espèce de la vie d'architecte qui rejoint le ventre avec la réalité. Et je pense à la vie. J'imagine un système, un théâtre où tout l'homme participerait. L'homme avec sa chair physique et les hauteurs, la projection intellectuelle de son esprit. Le théâtre, c'est en réalité la genèse de la création. Je crois à l'action réelle du théâtre sur le plan de la vie, dans la mesure où il cesse d'être un jeu d'art gratuit, où il redevient actif et reprend son caractère dangereux et magique qui est à la base de la réalité. Mais pourquoi notre théâtre ne va jamais jusqu'à se demander si ce système social et moral ne serait pas par hasard unique? Or, je dis que l'état social actuel est inique et bon à détruire. Car l'homme de la terre s'ennuie à mort, et si profondément en lui-même que maintenant il ne sait plus.
Il se couche, il dort, se lève, se promène, mange, écrit, il avale, il respire, il chie comme une machine baissée de ton, comme un résigné enterré dans la terre des paysages, et que le paysage a soumis à lui comme un cerf qu'on a garrotté sur le billot d'un mauvais corps, et soumis à des lectures. Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Le temps est au beau, la pluie va rafraîchir la terre, que disent les informations. Venez donc prendre le thé chez moi. Le tric-trac, les cartes, les boules, le jeu de dames et les échecs. Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je veux dire que ce n'est pas cela qui définit la vie immonde où nous vivons. Ah! Ce qui définit la vie, c'est qu'on nous a distillé à tous nos perceptions, nos impressions, et que nous les vivons plus qu'au compte-gouttes, respirant l'air des paysages par le dessus et le rebord, et l'amour par le dehors du panier sans pouvoir prendre tout le panier. Et ce n'est pas que l'amour n'a pas d'âme, c'est que l'âme de l'amour n'est plus. Le théâtre est le seul endroit au monde et le dernier moyen d'ensemble qui nous reste d'atteindre directement l'organisme. Il y a là un risque, mais j'estime qu'il vaut la peine d'être couru, au lieu de continuer à gémir sur l'ennui, l'inertie, la sottise de tout. Nous vivons une époque probablement unique dans l'histoire du monde, où le monde passé au crible voit ses vieilles valeurs s'effondrer. Ce qui est intéressant dans les événements actuels, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais cet état d'ébullition morale dans lequel ils font tomber les esprits. Ce degré de tension extrême, c'est l'état de chaos conscient où ils ne cessent de nous plonger. Eh bien, c'est de cette actualité pathétique et mythique que le théâtre s'est détourné. Le théâtre doit s'égaler à la vie, non pas à la vie individuelle, et où l'homme n'est plus qu'un reflet. Créer des mythes, traduire la vie sous son aspect universel, immense, extraire de cette vie des images où nous aimerions nous retrouver. C'est à l'homme total, et non à l'homme social, soumis aux lois et déformé par les religions et les préceptes qu'il s'adressera. Il riait aussi ce mardi 6 mai 1935 aux Folies Wagram. Il faut comprendre que chaque époque mérite son expression et que si elle n'est pas capable de la gagner, elle doit disparaître. Car dans une société bien constituée, régulièrement conçue et établie sur des bases humaines, nul ne devrait pouvoir profiter d'un luxe tant que quelque part un homme est encore susceptible de mourir de faim. Oui, il faut venir en aide aux travailleurs, aux miséreux, à ceux que la misère tient en laisse et qui ne savent comment gagner leur pain. Pourquoi chaque homme ne serait-il pas tenu de déclarer comment il vit?
Et s'il n'a pas de moyen d'existence, de l'avouer sans honte? Car si l'argent est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une sorte de force majeure, et pourrait-on dire une pierre de touche de la vie, c'est un fait, non une loi d'évidence. Et ce n'est pas parce que les choses sont ainsi qu'on doit les accepter telles quelles. Il y a beaucoup de raisons, et de très hautes, pour entamer une transformation. À quoi servent alors les révolutions? Sinon, à rétablir l'équilibre social et à injecter un peu de justice dans l'injustice de la vie. Mais le libéralisme capitaliste des temps modernes a relégué au dernier plan les valeurs de l'intelligence. La faute en est à vos systèmes moisis. Vous fabriquez des ingénieurs, des magistrats, des médecins, à qui échappent les vrais mystères du corps, les lois cosmiques de l'être. De quel droit prétendez-vous canaliser l'intelligence? Décerner des brevets d'esprit? Vous ne savez rien de l'esprit. Vous ignorez ses ramifications les plus cachées et les plus essentielles. La vie pue. Messieurs, regardez un instant vos faces! Considérez vos produits! À travers le crible de vos diplômes passe une jeunesse efflanquée, perdue. Vous êtes la plaie d'un monde, messieurs. Et pour s'en préoccuper, nos politiciens attendent sans doute que ces vérités deviennent des actes, des tremblements de terre, des épidémies, des famines. Je me fous des révolutions! Mais pas de la mienne. Je veux. Il faut trouver une manière d'entrer dans le temps, sans se vendre aux puissances du temps, sans prostituer ses forces d'action au mot d'ordre de propagande. Guerre à la guerre, lutte des classes, classe pour classe, classe contre classe. Abattons ces idoles d'abêtissement qui servent au jargon de propagande. Retrouvons l'essence de la vraie vie. Alors apparaîtra une nouvelle génération d'hommes, d'artistes, de philosophes, imprégnés du magnétisme de la Terre, qui donnera naissance à une vraie politique humaine. Et nous en aurons fini de ces systèmes politiques pourris, créant ses propres intellectuels et ses propres écrivains qui tentent lamentablement d'en justifier la démagogie. Mais tous les systèmes que je pourrais édifier n'égaleront jamais mes cris d'homme occupé à refaire sa vie. Il y a des cris intellectuels, des cris qui proviennent de la finesse des moelles. C'est cela que j'appelle la chair. Je ne sépare pas ma pensée de ma vie. Je refais à chacune des vibrations de ma langue tous les chemins de la pensée dans ma chair. Mais que suis-je au milieu de cette théorie de la chair?
ou pour mieux dire, de l'existence. Je suis un homme qui a perdu sa vie et qui cherche par tous les moyens à lui faire reprendre sa place. Je me suis mis souvent dans cet état d'absurde impossible pour essayer de faire naître en moi de la pensée. Nous sommes quelques-uns à cette époque à avoir voulu attenter aux choses, créer en nous des espaces à la vie. Et j'ai toujours été frappé de cette obstination de l'esprit à vouloir penser en dimension et en espace, et à se fixer sur des états arbitraires des choses pour penser à penser en segments, en cristalloïdes, mais que cette fixation et ce gel, cette espèce de mise en mouvement de l'âme, se produisent, pour ainsi dire, avant la pensée. C'est évidemment la bonne condition pour créer. Créer quoi? Mais toute l'écriture est de la cochonnerie. Toute la gente littéraire est cochonne. Et spécialement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui sont esprits de l'époque et qui ont nommé ces courants de pensée. Je pense à leurs besognes précises et à ce grincement de tomates que rend à tout vent leur esprit. Sont des cochons. Ceux qui remuent des idéologies en pris rang dans l'époque. Ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit. Ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres. Ceux-là sont les pires cochons. Vous êtes bien gratuit, jeune homme. Non, je pense à des critiques baravées. Et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit. Rien. Alors on comprendra pourquoi mon esprit n'est pas là. Alors on verra toutes les langues tarir, tous les esprits se dessécher, toutes les langues se racornir, les figures humaines s'aplatiront et se dégonfleront comme aspirées par des ventouses desséchantes. Alors, tout ceci sera trouvé bien. Et je n'aurai plus besoin de parler. Je suis désespéré de solitude. Je ne peux plus rentrer le soir dans une chambre seule. Il me faut un intérieur, et il me le faut tout de suite. Et une femme qui s'occupe sans cesse de moi, qui suis incapable de m'occuper de rien, qui s'occupe de moi pour les plus petites choses. Tout ce que je dis est d'un égoïsme féroce.
Mais c'est ainsi. Il ne m'est même pas nécessaire que cette femme soit très jolie. Je ne veux pas non plus qu'elle soit d'une intelligence excessive, ni surtout qu'elle réfléchisse trop. Il me suffit qu'elle soit attachée à moi. Je t'aime, ma Génica. Je t'aime. Pense à cela avant de me condamner. Le temps me manquait. J'avais beaucoup de choses à dire. Je sentais au fur et à mesure que tu me parlais que je te blessais. Et le temps me pressait. Et l'impulsion que je révolus en moi vers toi n'apparaissait pas. Il y a dans ton âme et dans mon âme des choses qui ont besoin de se rencontrer. Oui, tu me fais goûter à des choses auxquelles peu d'hommes ont le privilège de goûter, que la plupart ignorent. Sois en paix. Sois silencieuse si le silence te fait plaisir. Car tous les mots sont un mensonge. J'aurais aimé que tu me connusses il y a 3 ans. Il y a 5 ans. Il y a 10 ans. J'étais un démon déchaîné à cause du mal qui couvait en moi et qui n'était pas l'opium. Quoi que tu en penses, je n'ai pas recommencé à m'opioniser. Tes déductions sont fausses. Certes, je prends de temps en temps de l'opium, mais non par habitude. Je te le jure, sur l'existence à venir, sur la réalité supérieure de mon esprit, qui est ce à quoi je tiens le plus au monde. Sauve ma vie. Sauve mon âme, Génica. Je vais me livrer au désespoir. Je vais crier jusqu'à ce que les démons m'entendent, que les morts viennent me chercher. Je suis en enfer pour toute la vie si tu ne viens pas. Je n'ai plus de point d'appui, plus de base. Je me cherche je ne sais où. Je me sens châtré jusque dans mes moindres impulsions. Il faut que l'on comprenne, que tu comprennes, ma Génica.
que c'est bien l'homme vivant qui est touché en moi, et non de mes sens d'homme prédestiné. Génica? 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 Sauve-moi. Je suis définitivement à côté de la vie. Alors, je me fabrique une pensée d'évasion. Je me jette sur une fausse piste indiquée par mon sang. Je ferme les yeux de mon intelligence et laissant parler en moi l'informulé, je me donne l'illusion d'un système dont les termes m'échapperaient. Mais de cette minute d'erreur, il me reste le sentiment d'avoir ravi à l'inconnu quelque chose de réel. Je crois à des conjurations spontanées. Sur les routes où mon sang m'entraîne, il ne se peut pas qu'un jour je ne découvre une vérité. Mais mon supplice est aussi subtil, aussi raffiné qu'il est âpre. J'éprouve une sensation de brûlure acide dans les membres, de muscles tordus et comme à vif. Le sentiment d'être en verre et brisable. Une peur, une rétraction devant le mouvement et le bruit. Une volonté perpétuellement tendue pour les gestes les plus simples. Le renoncement aux gestes simples. Une fatigue renversante et centrale. Une espèce de fatigue aspirante. La sensation de son corps à portée. Un état d'engourdissement douloureux qui n'interdit aucun mouvement, mais donne à la simple station verticale le prix d'un effort victorieux. Un vertige mouvant. Une espèce d'éblouissement oblique qui accompagne tout effort. Une coagulation de chaleur qui enserre toute l'étendue du crâne. Des plaques de chaleur qui se déplacent. La nuque acharnée à souffrir. Des tempes qui se vitrifient ou se marquent. Une tête piétinée de chevaux. À l'asile! À l'asile! À l'asile! Et maintenant, monsieur le docteur, que vous voilà au fait de ce qui est en moi peut-être atteint et guéri par les drogues, du point litigieux de ma vie,
J'espère que vous saurez me donner la quantité de liquide subtil, d'agents spécieux, de morphine mentale, capable d'exaucer mon abaissement, d'équilibrer ce qui tombe, de réunir ce qui est séparé, de recomposer ce qui est détruit. Ma pensée vous salue.